Nous sommes actuellement dans l'âge d'or du MMA français. La légalisation de notre sport il y a quelques années a poussé l'UFC à venir sur notre territoire et derrière le mastodonte qu'est la promotion américaine, c'est tout un écosystème qui est en train de se développer sur le sol français. Mais l'histoire du MMA en France n'a pas commencé avec Cyril Gane ou Benoît Saint-Denis. Il y a une foule de combattants au parcours souvent assez escarpé qui ont passé les portes de la cage de l'UFC avant même que le sport ne soit légal sur notre territoire. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans ce classement, il n'est pas question de comparer le niveau effectif des combattants ou l'intégralité de leur carrière, on va se concentrer uniquement sur leur passage à l'UFC et sur la qualité de ce passage. Évidemment, la question des binationaux s'est posée et j'ai un petit peu décidé arbitralement que lorsqu'un combattant a fini par combattre sous une autre bannière ou qu'il venait d'un autre pays, il n'apparaîtrait pas dans cette liste. Donc pas de panique si vous ne voyez pas Nordine Taleb, Orlando Viet ou même Francis Ngannou, c'est tout à fait normal. Une fois que tout ça est compris, vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà tous les passages des Français à l'UFC classés du pire au meilleur. Numéro 27, Zara Fern. On ouvre cette liste avec la franco-brésilienne Zara Fern et sans vouloir manquer de respect à Zara, sa place dans cette liste est un peu une évidence à mon sens. Avec 4 combats dispersés sur 5 ans pour 4 défaites, la poids plume féminine était un peu le fond du panier de ce qui se faisait de pire en termes de catégorie à l'époque à l'UFC. Sa signature dans la promotion est déjà un peu une anomalie en tant que telle et selon toute vraisemblance, elle est arrivée là grâce à ce qui semblait être une tentative de l'UFC de relancer sa division la plus faible en insufflant des nouvelles combattantes en étant peut-être un petit peu moins regardant sur leur qualité que dans d'autres divisions. Malgré un passage raté à l'UFC, elle pourra se targuer d'être la combattante française à avoir combattu devant le plus grand nombre de spectateurs de l'histoire du MMA tricolore. C'était au Marvel Stadium de Melbourne à l'occasion de l'UFC 243 pour ses débuts. Numéro 26, Alan Baudot. Alors que Cyril Gane commençait à faire parler de lui après 3 combats dans la plus grande promotion mondiale, l'UFC signe Alan Baudot, son partenaire d'entraînement et coéquipier au sein du MMA Factory. J'admets volontiers qu'on aura vu beaucoup plus simple pour un début qu'un short notice contre Tom Aspinall, mais même si on peut oublier cette première défaite par KO, la suite de la carrière d'Alan a un peu confirmé qu'il n'était pas vraiment à sa place dans la promotion. 4 combats sans victoire plus tard et sans avoir montré grand chose dans l'octogone, il est logiquement remercié par l'UFC en 2022 et il n'a plus jamais foulé une cage depuis. Numéro 25, Christophe Midou. On connaît plus Christophe Midou pour son rôle de coach autour de Georges Saint-Pierre et plus récemment autour de notre française Manon Fiorot, mais il serait aisé d'oublier que le Niçois a fait une apparition à l'UFC en 2006. Pas de cadeau pour son seul combat dans la promotion en revanche, l'UFC l'a un petit peu envoyé en pâture contre l'invaincu Jake O'Brien qui était perçu comme un gros prospect chez les poids lourds à l'époque. Malheureusement, Christophe a subi tout au long de l'affrontement avant d'être finalisé dans le second round. Malgré sa grande carrière d'entraîneur, il n'aura pas nécessairement connu la meilleure carrière en tant que combattant de MMA et à l'UFC, ça n'aura duré qu'un seul combat pour lui. Numéro 24, Samy Schiavo. Co-fondateur de la Bushido Academy en 1999 avec son frère, Samy Schiavo est un vieux de la vieille. Et pendant un temps, il était considéré comme un très bon prospect de la scène européenne. Il a rejoint l'UFC en 2008 en étant sur une impressionnante série de 6 victoires, mais malheureusement, les choses ne s'y sont pas passées comme il l'aurait espéré. Il faut dire que l'UFC l'a immédiatement envoyé dans un combat contre Clay Guida, qui n'avait certes pas encore atteint son statut légendaire, mais qui était vastement plus expérimenté que lui. Après une première défaite aux États-Unis, il a eu l'opportunité de devenir l'un des premiers combattant français à combattre en Europe avec l'UFC. C'était à l'occasion de l'UFC 89, mais une seconde fois, Samy est tombé sur un os en la personne du Suédois Per Eklund. Après ces secondes défaites, il a quitté la promotion et il a mis un terme à sa carrière compétitive. Numéro 23, Yanis Ghemmouri. Yanis Ghemmouri a été très malchanceux dans sa carrière à l'UFC et forcé de constater qu'on ne lui a fait zéro cadeau du côté de la promotion. D'abord programmé pour affronter Caolan Logran pour ses débuts, une inversion de combat à quelques jours de la soirée l'a vu monter d'une catégorie pour affronter William Gomis, ce qui est une tâche bien plus ardue. Surtout, l'affrontement s'est achevé d'une manière controversée lorsque l'arbitre a arrêté le combat après ce que Yanis estimait être un coup à la coquille. Évidemment, c'est surtout son combat contre Peyton Talbot qui aura fait couler le plus d'encre, une défaite par KO en 19 secondes après ce qui semblait être une grossière erreur de Yanis, et voilà que s'est achevé son parcours à l'UFC. Selon toute vraisemblance, c'était peut-être un petit peu tôt pour lui, et il a un petit peu payé son manque d'expérience dans l'octogone. Numéro 22, Xavier Foupa-Pokam. Xavier Foupa-Pokam est un véritable globe-trotteur du MMA. Il a combattu aux 4 coins du globe et avec plus de 50 combats professionnels à son actif, son passage à l'UFC ne reflète pas les sacrifices qu'il a effectués au cours de ces 12 années qu'auront duré sa carrière. Mais au milieu de ce long parcours professionnel, son temps à l'UFC n'aura duré qu'un peu plus d'1 mois. Avec 2 défaites aux UFC 97 et 98, Xavier a été remercié par la promotion très rapidement et il a repris le tour du monde qu'il a notamment vu jouer les premiers rôles sur la scène régionale russe. Numéro 21, David Baron.
Même s'il n'a combattu qu'une seule fois à l'UFC, David Baron a suscité un certain degré d'intrigue avant l'UFC 89. Il faut dire qu'il a débarqué dans la promotion après une victoire par soumission au premier round contre l'ancien challenger à la ceinture des poids welter Hayato Sakurai et que quelques années auparavant, il avait également soumis Dan Hardy qui s'était fait un sacré nom entre-temps sur la scène anglaise. Sa défaite à l'UFC 89 tient une symbolique particulière puisqu'il s'agissait du premier combat de son adversaire Jim Miller qui est aujourd'hui le combattant avec le plus d'apparitions et de victoires à l'UFC. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de faire partie de l'histoire, mais c'est déjà ça. Numéro 20, Axel Sola. Le cas Axel Sola est très difficile à évaluer parce que c'est le seul combattant de cette liste invaincu à l'UFC, mais c'est aussi parce qu'il n'y a combattu qu'une seule fois. Donc en théorie, sa série de victoires pourrait s'étendre jusqu'à l'infini, mais il pourrait aussi perdre ses 2 prochains combats et ne plus jamais faire partie de la promotion. Faute de plus d'informations et avec beaucoup plus d'interrogations que de certitudes, j'ai décidé de placer Axel Sola ici, en espérant que les prochaines années lui permettraient de gravir cette liste. Un combat à l'UFC pour le moment, une victoire par finish contre Rhys McKee, et on croise les doigts pour que ce ne soit que la première d'une très longue série. Numéro 19, Thibaut Gouti. Juste avant que le MMA prenne la France d'assaut, Thibaut Gouti a combattu 6 fois au sein de la promotion dans la seconde moitié des années 2010. Arrivé invaincu à l'UFC, il a la particularité d'avoir participé aux éliminatoires de la 22e saison de The Ultimate Fighter. Malheureusement pour Thibaut, les défaites se sont enchaînées à l'UFC et même s'il est l'un des rares combattants de cette liste jusque-là à avoir remporté une victoire dans la promotion, il a aussi connu 5 revers à l'UFC. Évoluant dans une division des poids légers ultra dense, il a affronté des gros morceaux comme Olivier Aubin-Mercier et Nasrat Haqparast et il a très logiquement été remercié après une nouvelle défaite en 2018. Un parcours très regrettable pour Thibaut qui semblait être un combattant plein de promesses lors de ses débuts et qui n'a jamais vraiment réussi à concrétiser. Numéro 18, Cyril Asker. Cyril Asker a connu un parcours mitigé à l'UFC. Il a certes réussi à remporter 2 combats dans la promotion, mais le niveau de compétition contre lequel il a gagné était extrêmement faible, ce qui est la raison pour laquelle je le place ici dans cette liste. Cyril a fait partie de la promotion pendant un peu moins de 2 ans et il a fini son run à l'UFC avec 2 succès pour 3 revers. Avec des défaites contre Jared Cannonier, Walt Harris et Tai Tuivasa, Cyril n'a jamais pu décoller dans une division qui était pourtant extrêmement limitée en nombre et en qualité. Ces 2 victoires sont intervenues contre des combattants qui n'ont jamais réussi à remporter un combat à l'UFC et d'une certaine façon, ça situe un petit peu le passage de Cyril dans la promotion, parmi les meilleurs de la scène régionale, mais parmi les moins bons de l'UFC. Numéro 17, Michael Lebou. Michael Lebou est une figure assez emblématique de la scène française. Alors qu'il a pris sa retraite en début d'année après un superbe combat contre Amin Ayoub à Lyon, il a un peu montré qu'il était encore en place près de 10 années après son passage à l'UFC. Michael a fait un run d'1 an dans la première promotion mondiale, à une époque où l'UFC s'investissait énormément sur le marché européen. Ce faisant, il a combattu 3 fois en Europe pour un succès et 2 défaites, mais pour le coup, Michael a perdu contre 2 gars extrêmement costauds, Sergio Moraes et Stevie Ray. Un niveau de compétition un peu éloigné de celui qu'il côtoyait auparavant, même s'il aura aussi glané un succès en Écosse au milieu de l'année. Compliqué d'émerger dans la division des poids légers de l'époque, dont la densité était à toute épreuve. Numéro 16, Kevin Jousset. Les choses avaient bien commencé pour Kevin Jousset, 2 succès en 2 combats à l'UFC et il semblait que le Français soit parti pour durer dans la promotion. Malheureusement, il est tombé sur un os en la personne de Bryan Battle avant de connaître un second revers contre Jonathan Mikalev qui est vraiment un adversaire qu'il avait les armes pour battre. J'ai trouvé la décision de l'UFC de se séparer de lui un petit peu cruelle, mais c'est le jeu et c'est malheureusement ainsi que s'est achevé à son passage dans l'élite mondiale. Malgré une victoire convaincante contre Kenan Song, il n'a pas su confirmer les promesses initiales et il combat désormais du côté du PFL. Numéro 15, Jess Liaudin. Jess Liaudin a la particularité d'avoir couplé une carrière de combattant de MMA avec une carrière d'acteur. Même si son passage est un peu passé sous les radars, Jess a eu une très belle victoire par soumission contre Dennis Siver lors de ses débuts à l'UFC. Pour ceux qui ont besoin d'une piqûre de rappel, Dennis Siver est les combattants que Conor McGregor a affronté juste avant de affronter Chad Mendes pour la ceinture intérimaire des poids plumes. Autant dire que même si c'était un jeune Dennis Siver, c'est tout de même un nom sérieux à avoir sur son CV. Mais malheureusement pour Jess, cette victoire est un peu son seul fait d'armes marquant et malgré un second succès de rang dans la promotion, il a enchaîné 3 défaites consécutives avant d'être libéré par l'UFC. Un combattant solide avec un parcours correct dans la promotion en somme. Numéro 14, Tom Duquesnoy. Le passage de Tom Duquesnoy à l'UFC est un petit peu rageant, mettant un terme à sa carrière professionnelle à seulement 24 ans et après 3 combats dans la promotion, qui sait jusqu'où le Lensois aurait pu aller. Il faut comprendre que Tom était considéré comme un très gros prospect du MMA mondial et sa décision de ranger les gants si jeune a beaucoup surpris à l'époque. Pour ce qui est de son temps à l'UFC en revanche, il a remporté 2 de ses 3 combats avec une défaite très contestable contre Cody Stamann. Difficile de ne pas songer à ce qui aurait pu être, mais impossible de le mettre plus haut avec seulement 3 combats dans la promotion. Numéro 13, Nora Cornol.
Actuellement 12e mondial, Nora Cornol alterne un peu victoire et défaite depuis 2 ans. Son succès de référence reste le premier de son passage dans la promotion à mon sens, une décision contre Jocelyn Edwards qui a un petit peu fait débat mais qui n'avait rien de scandaleuse. Avec 2 victoires supplémentaires, elle a porté son total à 3 succès pour 2 défaites et elle semble installée dans le top 15 d'une division qui est, il faut le dire, assez pauvre en talent. Cependant, c'est un run plus que respectable qu'elle est en train de mettre sur pied et il lui reste probablement quelques beaux combats devant elle, même s'il m'est difficile de me détacher de mon sentiment qu'on a peut-être déjà un peu vu les limites de Nora dans l'octogone. Numéro 12, Oumar Sy. Il est l'heure de passer à la seconde pour Oumar Sy. Arrivé invaincu à l'UFC, le poids mi-lourd a connu sa première défaite en carrière en juin contre Alonzo Menifield. Il lui appartient de montrer que ce n'était qu'un égarement et il a bien rebondi avec ce finish au premier round contre Branson Ribeiro à Paris. Avec 3 victoires en 4 combats à l'UFC, Oumar est désormais installé dans la promotion et il est au bord du top 15 de sa catégorie. On le sent certes encore un petit peu hésitant dans la cage par moment, mais s'il se libère pleinement, le potentiel d'Oumar est vraiment grand. Numéro 11, Morgan Charrière. Morgan Charrière est à l'UFC pour faire carrière selon ses propres mots et depuis ses débuts en 2023, il met vraiment tout en place pour que ce soit le cas. Avec 4 bonus et 3 victoires en 5 combats, il est doucement en train de se faire un nom dans la promotion et il est plus que probable qu'il y reste un bon bout de temps, il a le profil pour en tout cas. Et ce n'est pas pour dire qu'il est juste là pour faire le show non plus, il aurait largement pu remporter son combat contre Chepe Mariscal et il a été un petit peu plus en souffrance contre Nathaniel Wood, qui est selon moi l'un des combattants les plus sous-cotés de la division. Il sort de sa victoire la plus probante en carrière contre Neil Landwehr et il semble parti pour avoir une belle carrière à l'UFC et pour nous offrir encore beaucoup de divertissement. Malgré sa grosse expérience dans l'octogone, Morgan n'a que 29 ans et il a encore bien mieux à proposer, j'en ai aucun doute. Numéro 10, Cyril Diabaté. Lorsqu'il a rejoint l'UFC, Cyril Diabaté était déjà dans la seconde moitié de sa trentaine et il est assez évident qu'il n'y a pas concouru dans ses meilleures années sportives. Ça ne l'a pas empêché d'y avoir un passage plus que correct en revanche, combattant à 8 reprises pour 4 succès avant de prendre sa retraite en 2014. Avec son gros passif de striker, il a battu des combattants très sérieux comme Louis Canet et Chad Griggs, mais il a eu du mal contre les tout meilleurs comme Jimmy Manuwa ou un jeune Alexander Gustafsson. Difficile de dire ce qu'il aurait pu accomplir dans la promotion s'il l'avait rejoint quelques années avant, mais au milieu d'une époque où le MMA était quasi inexistant en France, il nous a bien représenté au plus haut échelon mondial. Numéro 9, Taylor Lapillus. Taylor ouvre une série de 3 combattants un peu interchangeables dans ce classement. La raison pour laquelle j'ai choisi de le mettre en dernier de ces 3 combattants est qu'il est le seul à avoir vraisemblablement fini son parcours à l'UFC. Et je devrais plutôt dire ses parcours à l'UFC, puisque Taylor a effectué 2 passages de 4 combats dans la promotion avec 7 années d'intervalle, remportant à chaque fois 3 combats pour une seule défaite. Mais malgré un palmarès flatteur, il a toujours manqué à Taylor une grosse victoire de référence et surtout, comme les combattants qui vont suivre, son style n'a jamais vraiment séduit et son matchmaking s'en est grandement trouvé affecté. De toute la liste, il est peut-être celui dont je trouve la carrière dans la promotion la plus regrettable, car dans un monde strictement concentré sur le sportif, je suis certain qu'on aurait retrouvé Taylor Lapillus bien plus haut dans ce classement et qu'il aurait pu faire une carrière bien plus complète à l'UFC. Mais les choses sont comme elles sont et Taylor n'aura jamais à rougir de ses passages à l'UFC et de sa carrière dans sa globalité. Numéro 8, William Gomis. Mine de rien, ça fait déjà 5 victoires en 6 combats pour William Gomis à l'UFC. Le Jaguar est en train de se bâtir un palmarès très impressionnant malgré sa relative discrétion hors de l'octogone. William a la particularité d'avoir combattu 4 fois à Paris avec l'UFC et d'avoir remporté les 4 combats, indéboulonnable à domicile. C'est l'année dernière qu'il est allé chercher son succès de référence, une victoire par décision contre Joe Anderson Brito, qui était, on le rappelle, l'un des plus gros prospects de la catégorie à ce moment-là. Évidemment, la carrière de William à l'UFC s'est aussi marquée par sa propension à se retrouver dans des décisions très serrées, et même si ça a le don d'agacer certains, il est impossible de nier la qualité des résultats de la méthode Gomis. Aujourd'hui, autour du top 15 des poids plumes, on attend un nouveau gros succès pour peut-être voir William émerger dans le sommet du classement mondial. Numéro 7, Fares Ziam. Fares Ziam est sur une belle série de 5 victoires à l'UFC. Son succès par décision unanime contre Mike Davis a porté son total de victoires dans la promotion à 7 et il est vraisemblablement aux abords du top 15 chez les poids légers. Ça fait 3 fois d'affilée qu'on retrouve des combattants avec des profils relativement similaires en termes de palmarès, mais aussi dans leur difficulté à enthousiasmer les masses. Avec un seul finish en 7 victoires, Fares a besoin d'un peu plus impressionner pour passer un cap et pour enfin bénéficier d'un matchmaking un petit peu plus favorable. Le risque pour lui étant de continuer à affronter des adversaires bourbiers qui ne sont pas classés et de se retrouver en difficulté. Mais pour le coup, Fares a non seulement engrangé beaucoup de victoires à l'UFC, mais il a surtout montré énormément de progrès depuis ses débuts dans la promotion. Et à seulement 28 ans, il a encore une belle marge de progression devant lui. Un petit finish lors de son prochain combat pourrait peut-être aider en revanche. Numéro 6,
Francis Carmon. Voilà un autre oublié du MMA français. Francis Carmon a pourtant connu un très beau passage à l'UFC. À ses débuts dans la promotion, il s'est embarqué sur une série de 6 victoires consécutives qui a fait de lui le premier combattant français de l'histoire à être classé à l'UFC, aussi parce que le système de classement est apparu assez tard. Cette série l'a également propulsé dans un combat contre Jacare Souza qui aurait peut-être pu lui ouvrir les portes d'un combat de ceinture, mais dans lequel il n'a pas su trouver la parade contre le Brésilien. Même si ce revers a marqué le début de la fin pour son temps à l'UFC, il a coûté la promotion après 9 combats et un parcours très solide au milieu d'une division des poids moyens relativement dense qui s'est encore alourdie avec l'arrivée des anciens combattants du Strikeforce. C'est aussi un combattant dont le nom n'a pas vraiment survécu à l'épreuve du temps et qui devrait selon moi recevoir beaucoup plus de respect pour l'ensemble de sa carrière. Numéro 5, Benoît Saint-Denis. Les voyants sont au vert pour Benoît Saint-Denis en 2025. Le poids léger français a bien rebondi après une année 2024 compliquée et il semble avoir trouvé un second souffle sous la tutelle de Nicolas Hotz. Qu'on soit tout à fait honnête sur la carrière de Benoît, il a montré énormément de qualité, un potentiel de finish assez phénoménal, mais il lui manque encore une vraie victoire de référence. Ce succès pourrait bientôt venir, mais avec 7 victoires à l'UFC, il a déjà prouvé qu'il avait sa place parmi les meilleurs poids légers de la planète, ce qui n'est pas chose aisée. Et évidemment, il a eu l'opportunité d'une vie contre Dustin Poirier lors de l'UFC 299, mais il n'est malheureusement pas parvenu à transformer l'essai. C'était peut-être un peu tôt, un saut dans le classement un petit peu intense pour lui, mais maintenant qu'il veut prendre son temps de bien faire les choses, une ascension plus mesurée et intelligente peut mener à de très bonnes choses pour lui. Mais avec 7 victoires et 5 bonus, Benoît est sérieusement en place à l'UFC et il ne compte pas s'arrêter là. Numéro 4, Cheick Kongo. Elle est là, la première grosse carrière d'un combattant français dans l'histoire du MMA. Cheick Kongo était déjà au Bellator lorsque le MMA a explosé en popularité en France, mais selon moi, il n'a pas reçu le respect qu'il aurait dû rétroactivement. Présent pendant 7 années dans la promotion, il est toujours à ce jour le combattant français qui a le plus combattu au sein de l'élite mondiale. Et le moins que l'on puisse dire sur Cheick, c'est qu'il n'était pas là pour faire de la figuration. Il est passé plusieurs fois à un combat d'obtenir un affrontement de ceinture, et surtout, sa victoire contre Mirko Cro Cop à l'UFC 75 était un véritable coup de tonnerre dans le MMA mondial, et même si ce succès est intervenu relativement tôt dans son run pour la promotion, c'est toujours sa victoire de référence à date. Il me semble d'ailleurs qu'il est devenu le premier combattant français à figurer sur un poster officiel lors de cette UFC 75. On n'oubliera pas de sitôt son combat fantastique contre Pat Barry, ou son superbe KO contre Danny Benson, et avant que n'apparaisse la génération dorée du MMA français, c'est lui qui a tenu au mieux la baraque, et il l'a très bien fait. Numéro 3, Manon Fiorot. Sur la 3e marche du podium, on retrouve notre Française Manon Fiorot. Manon est longtemps restée invaincue à l'UFC avant de connaître son premier revers lors de l'UFC 315 contre la championne Valentina Shevchenko. Mais même si elle n'est pas parvenue à devenir la première combattante française à devenir championne de l'UFC, elle a tout de même connu un parcours exemplaire jusque-là, battant une ancienne championne et plusieurs anciennes challengeuses pour obtenir un combat de ceinture plus que mérité. Et évidemment, ce qui l'a empêché d'être au plus haut dans cette liste est d'abord l'excellence des combattants qui vont suivre, mais aussi la faiblesse relative de la division dans laquelle elle évolue. Alors qu'elle est sur le point d'affronter Jasmine Jasudavicius à Vancouver en octobre, un second combat de ceinture n'est pas à exclure à l'avenir, mais il va probablement falloir remporter plusieurs affrontements pour cela. Manon est la meilleure combattante de l'histoire du MMA français, et de loin, et elle fait partie des meilleures toutes catégories et tous sexes confondus. Numéro 2, Nassourdine Imavov. Même si Nassourdine n'a pas encore combattu pour une ceinture mondiale, il devrait vraisemblablement être le 3e combattant français à avoir sa chance à un titre de l'UFC. Nassourdine est sur une série fantastique depuis 1 an et demi, et même si je dirais qu'il est celui qui a battu l'opposition la plus qualitative dans l'histoire du MMA français, il y a un autre combattant dont les accomplissements ne peuvent tout simplement pas être ignorés. En plus de remporter ses combats, cela fait 5 fois de suite que Nassourdine est au sommet de l'affiche, et il a répondu présent à chaque fois, délivrant des performances appliquées, même s'il a pu lui être reproché parfois certaines performances manquant un petit peu d'éclat. Évidemment, sa victoire la plus probante reste que ce succès contre le légendaire Israël Adesanya, et on espère qu'un affrontement contre Khamzat Chimaev est à venir pour lui. À seulement 30 ans, Nassourdine a sûrement une longue et fructueuse carrière devant lui, qui on l'espère sera pleine de succès. Numéro 1, Cyril Gane. Vous vous en doutiez maintenant, mais Cyril Gane figure bien au sommet de cette liste. Je sais qu'il est parfois de coutume d'être très critique envers le poids lourd français, mais la qualité de sa carrière est sans appel. 10 victoires à l'UFC, 3 main events d'événements numérotés et bientôt un 4e, ainsi que 4 main events de Fight Night, sans oublier bien sûr 7 ceintures intérimaires glanées à l'UFC 265. Tout ça suffit à placer Cyril assez aisément au-dessus de la mêlée du MMA français. Et évidemment, il a pour l'instant manqué la dernière marche par 2 fois, mais il est parfois un peu trop simple d'oublier le niveau d'excellence requis pour être là où il se trouve actuellement. Il est toujours pour le moment le véritable fer de lance du MMA français, et j'espère que l'UFC 321 sera l'occasion pour lui d'enfin devenir le meilleur du monde.
Voilà pour la liste, n'hésitez pas à donner votre avis, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelqu'un aussi, voilà, c'est pas impossible, j'ai fait de mon mieux, mais possiblement il y a quelqu'un qui a pu passer entre les mailles du filet. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu comme d'habitude, et nous, on se reparle bientôt, salut tout le monde.